Bonsoir à tous, vous êtes sur France 24, c'est l'heure du journal de l'Afrique, soyez les bienvenus. À la une, le cessez-le-feu dans l'est de la République démocratique du Congo n'aura pas tenu 24 heures. Dimanche, les rebelles du M23 soutenus par le Rwanda ont pris le contrôle d'Ishasha, cité frontalière avec l'Ouganda, une nouvelle violation de trêve qui met en difficulté le processus de Luanda. Le Mali annonce rompre ses relations diplomatiques avec l'Ukraine. En cause, selon Bamako, l'aveu d'un haut responsable ukrainien sur l'implication de Kiev dans la bataille de Tinzaouaten il y a une semaine. De son côté, l'Ukraine a regretté une décision précipitée. Enfin, plusieurs centaines de Somaliens ont manifesté lundi à l'appel du gouvernement. Ils protestent contre les rebelles Shebab, auteurs d'une attaque sur une plage de Mogadiscio vendredi. Au lourd bilan, 37 morts et des dizaines de blessés. Direction l'est de la République démocratique du Congo, où le cessez-le-feu décidé sous médiation angolaise pour la province du Nord Kivu n'aura pas tenu 24 heures. Les rebelles du M23 soutenus par le Rwanda ont pris le contrôle d'une cité frontalière avec l'Ouganda dimanche 4 août, jour d'entrée en vigueur de la trêve. Les précisions d'Aurélie Bazaraki Bangula et Glody Mourabazi. Les rebelles du M23 ont pris le contrôle d'Ishasha, une localité frontalière à l'Ouganda située à environ 200 km au nord de Goma. Alors cette nouvelle prise s'est faite sans résistance, sans un seul coup de feu, nous ont confié plusieurs sources locales qui précisent qu'à l'arrivée des rebelles, les policiers congolais ont fui avec armes et munitions vers l'Ouganda. La veille, le M23 avait pris le contrôle de deux autres localités du territoire de Rutshuru. Cette nouvelle avancée intervient alors qu'un accord de cessez-le-feu a été conclu entre Kinshasa et Kigali. Mais à Goma, les habitants se disent lassés par les négociations de Luanda. Je suis tellement déçue parce que, vu que ces cessez-le-feu n'ont pas été respectés, il y a beaucoup de gens qui continuent à être victimes de ces guerres en répétition. Aujourd'hui, on peut beau parler de trêve, de cessez-le-feu, mais si cela ne profite qu'à l'ennemi, ça ne sert absolument à rien. Il faut récupérer toutes les localités et faire en sorte que toute la population congolaise, tous les déplacés, les gens qui vivent dans des camps de déplacés, dans des conditions inhumaines, puissent regagner leur localité. On va négocier pourquoi? Est-ce que l'intégrité du territoire national se négocie? Ça ne se négocie pas. Donc pour nous, c'est dire il n'y a pas question de négociation. La RDC doit développer son argumentaire militaire et prouver au Rwanda que c'est lui le souverain sur ce territoire. Plusieurs accords de cessez-le-feu avaient déjà été négociés, mais ils n'ont jamais été respectés sur le terrain. Dans son dernier rapport, les experts des Nations Unies avaient présenté de nouvelles preuves du soutien actif de Kigali au M23, notamment le renforcement des opérations conjointes entre l'armée rwandaise et les rebelles. Les experts avaient également affirmé que certains responsables de l'armée ougandaise avaient apporté un soutien logistique aux responsables du M23. En bref, ce nouveau glissement de terrain dans le sud de l'Éthiopie, non loin du lieu où un accident similaire a coûté la vie à plus de 250 personnes fin juillet. Cette fois-ci, 11 corps ont été retrouvés. Des opérations de recherche ont été lancées pour retrouver d'éventuels survivants, mais le bilan pourrait s'alourdir selon les autorités. La prise de parole dimanche du président nigérian Bola Tinubu n'aura pas suffi. 5e jour consécutif de manifestations à travers le pays ce lundi pour dénoncer la politique économique du gouvernement, l'arrêt des subventions et le coût élevé de la vie. Alors qu'un couvre-feu total de 24 heures a été instauré dans au moins 4 États, plus de 700 personnes ont été arrêtées. On va écouter quelques manifestants. Le président demande que nous arrêtions de manifester. Mais pour qui nous prend-il? Est-ce qu'il nous a donné une bonne raison d'arrêter de manifester? C'est un politicien, il a su quoi dire pour que les gens votent pour lui. Mais maintenant qu'il est président, il n'a plus rien à nous dire pour nous apaiser. Le président ne peut pas nous dire qu'il nous entend et se prépare au dialogue et en même temps nous demander de stopper nos actions démocratiques. Avec cette manifestation, nous voulons dire que nous n'allons pas accepter une dictature dans ce pays. On s'arrête au Mali. Dimanche, les autorités de transition annonçaient rompre leurs relations diplomatiques avec l'Ukraine. Kiev a répondu ce lundi en déclarant regretter cette décision qualifiée d'inappropriée. Selon Bamako, un haut responsable ukrainien aurait avoué l'implication ukrainienne dans les combats qui ont causé de lourdes pertes à l'armée malienne et à ses alliés russes la semaine dernière à Tinzaouaten. Le récit de Nicolas Chamontin.
À quelques pas du Kremlin, plusieurs dizaines de Russes se recueillent. Des bougies sont allumées et des fleurs déposées en hommage à des combattants de Wagner, tués fin juillet à Tinzaouaten, dans l'extrême nord-est du Mali. Une bataille aujourd'hui au cœur des tensions entre le Mali et l'Ukraine, car selon la junte, Kiev a joué un rôle déterminant dans ce revers. Le gouvernement de transition a décidé de la rupture avec effet immédiat des relations diplomatiques entre la République du Mali et l'Ukraine. Cette dernière dont les destins sont malheureusement confiés à des pantins confondant la scène internationale et la scène de théâtre. Le régime, en place à Bamako depuis un coup d'État en 2020, s'est allié à Wagner pour combattre les rebelles Touaregs et les djihadistes qui sévissent dans le nord du Mali. Les séparatistes assurent avoir éliminé 84 paramilitaires et 47 soldats maliens à Tinzaouaten entre le 25 et le 27 juillet. Mais sur quoi s'appuie le Mali pour accuser Kiev ? Lundi dernier, Andriy Youssov, porte-parole du renseignement ukrainien, s'est exprimé à la télévision. Évoquant la bataille de Tinzaouaten, il a indiqué que les séparatistes avaient obtenu des informations clés sans reconnaître directement l'implication de l'Ukraine. Les rebelles ont reçu les données nécessaires qui leur ont permis de mener à bien une opération contre des Russes, auteurs de crimes de guerre. Cela a été observé par le monde entier. Bien entendu, nous ne divulguerons pas les détails. Des propos qui prouvent selon Bamako le soutien de Kiev aux rebelles et aux djihadistes. La rupture des relations diplomatiques avec l'Ukraine vient confirmer le penchant pro-russe de la junte malienne. Cette semaine, Moscou a réaffirmé son soutien au régime qui a dénoncé les accords de défense avec la France en 2022. Plusieurs centaines de Somaliens ont manifesté lundi à l'appel du gouvernement contre les rebelles Chebab. Le rassemblement s'est tenu sur la plage de Mogadiscio, lieu où les djihadistes avaient perpétré vendredi soir un attentat meurtrier. Ce jour-là, un kamikaze et plusieurs hommes armés ont attaqué cette plage fréquentée de la capitale, tuant au moins 37 personnes. C'est l'une des attaques les plus meurtrières de ces dernières années. Le récit de Clémence Valère. Après le choc de l'attentat meurtrier de vendredi, ces habitants de Mogadiscio rendent hommage aux victimes. Lundi, des centaines de personnes se sont rassemblées dans la capitale somalienne pour dénoncer l'attaque commise par le groupe terroriste Al-Shabaab. J'appelle le peuple somalien à se réveiller et lutter contre Al-Shabaab. Il ne faut pas se laisser intimider. Ils revendiquent l'identité somalienne, mais ils ne sont pas somaliens. Les manifestants ont prié ensemble pour les morts et les blessés, en signe de compassion et de solidarité. Nous sommes ici pour prier pour les personnes qui ont perdu la vie vendredi soir. En tant que jeunes Somaliens, nous n'avons qu'une seule option, lutter contre Al-Shabaab et l'éradiquer de notre propre pays. Le 2 août, un homme armé et un kamikaze ont attaqué la plage du Lido, une zone très fréquentée par les touristes et les locaux. Ils ont tué au moins 37 personnes et en ont blessé plus de 200 autres. C'est l'attaque la plus meurtrière de ces derniers mois dans le pays. Ce qui s'est passé ici, c'est une tuerie de masse, une catastrophe nationale et quelqu'un doit en être tenu responsable. Depuis plus de 17 ans, le groupe affilié à Al-Qaïda mène une insurrection meurtrière contre le gouvernement fédéral somalien. Les combattants sont retranchés dans les zones rurales du sud et du centre du pays depuis qu'ils ont été chassés de la capitale en 2011. Pour les combattre, le président Hassan Sheikh Mohamud a lancé une guerre totale contre les terroristes en 2023, en joignant ses forces à celles des milices locales et avec le soutien de l'Union africaine et des États-Unis. Mais l'offensive a toutefois subi des revers, Al-Shabaab affirmant avoir capturé de nombreuses localités dans le centre du pays au début de l'année. En bref, en Tunisie, Kais Saied a déposé ce lundi sa candidature à la prochaine présidentielle prévue le 6 octobre prochain. Arrivé au pouvoir en 2019, le président tunisien vise un second mandat. Sa candidature a été déposée 2 jours après celle, via ses avocats, d'Abir Moussi, une critique virulente du président emprisonné depuis octobre. Je rappelle que les candidats à la candidature ont jusqu'à mardi pour déposer leur dossier. Dans le sud du Bénin, le célèbre marché de Dantokpa, l'un des plus grands marchés à ciel ouvert, est sur le point de disparaître. Depuis juin, les autorités béninoises ont ouvert plusieurs nouveaux marchés modernes à Cotonou, une transition qui n'est pas sans difficulté pour de nombreux commerçants. Reportage d'Emmanuel Sodji, Raphaël Talé et Stélia Padonou. Le marché de Dantokpa, poumon économique de Cotonou, vit ses dernières heures.
Les 35 000 commerçants qui occupent cet espace, équivalent à 25 terrains de football, doivent quitter les lieux. Les autorités ont décidé de fermer l'un des emblèmes du Bénin pour des raisons de sécurité. Depuis sa création, il a été ravagé par une vingtaine d'incendies. José Soudé, qui vend du pagne tissé depuis 20 ans, partage ses inquiétudes. Les Occidentaux viennent, les Nigériens, les Burkinabés, les Congolais, les Sénégalais, partout. On va nous déloger. Ils vont nous trouver où? Sa fermeture imminente a déclenché une vaste opération de relocalisation sur différents sites selon le type d'activité. Cependant, des clients et des commerçants attachés à l'accessibilité du marché redoutent une augmentation de leurs frais de déplacement. On ne sait pas encore où on ira. On n'a pas assez d'argent pour prendre une place dans les nouveaux marchés. On va devoir payer le transport pour venir à notre nouveau point de vente. Ça sera difficile. On finira par s'habituer. Le début de quelque chose a été toujours difficile, mais on finira par s'adapter un jour. Face aux controverses, Emea Ouissou, présidente d'un groupement de femmes du marché, sensibilise les commerçantes. La crainte pour nous aujourd'hui, c'est la bonne gestion de cette délocalisation-là. Et nous battons pour ça, pour que ça réussisse. Parce que vu le nombre que nous sommes dans le marché, comment nous allons faire pour que tel marché prenne tel nombre de gens, tel prenne nombre de chats, pour que tout le monde prenne de la place. C'est ça qui est notre souci fondamental. Aucune date de destruction n'a encore été fixée, mais la disparition de Dantokpa symbolise la fin d'une époque et la perte d'un bastion culturel enraciné dans la religion vaudou. Une vingtaine de nouveaux marchés ont déjà été construits, répondant aux normes sanitaires et d'hygiène internationales. Dans notre journal de dimanche, nous vous parlions de la belle victoire historique de la boxeuse Cindy Ngamba, originaire du Cameroun et membre de la délégation olympique des réfugiés. Grâce à sa qualification en demi-finale, elle assure la première médaille de l'équipe des réfugiés. La Camerounaise a quitté son pays en 2009 et ne peut y retourner à cause de son homosexualité. Depuis, elle s'est installée au Royaume-Uni. Retour sur son parcours avec Clémence Valère. Elle est l'étoile montante de l'équipe olympique des réfugiés. Cindy Ngamba, 25 ans, originaire du Cameroun, est désormais assurée d'avoir une place sur le podium. Dimanche, la jeune femme a affronté la boxeuse française Davina Michel lors des quarts de finale des poids moyens. Elle en est sortie vainqueur à l'unanimité, assurant non seulement sa place en demi-finale, mais aussi la première médaille dans l'histoire de l'équipe olympique des réfugiés. Cela représente beaucoup pour moi. J'espère pouvoir changer la couleur de ma médaille lors de mon prochain combat. Je veux dire aux réfugiés du monde entier de continuer à travailler dur, de se dépasser et d'accomplir tout ce qu'ils veulent. Et pourtant, le destin aurait pu être tout autre pour la boxeuse. Avec sa famille, Cindy Ngamba a quitté le Cameroun à l'âge de 10 ans pour s'installer au nord du Royaume-Uni. La jeune femme lesbienne ne peut plus retourner dans son pays natal, car l'homosexualité est passible de 5 ans d'emprisonnement. Adolescente, elle pensait faire carrière dans le football avant de découvrir la boxe à l'âge de 15 ans. Tout ce que j'entendais, c'était des gens qui frappaient dans un sac, sur un ring de boxe, qui se frappaient les uns les autres, qui faisaient du shadowboxing, qui sautaient à la corde et qui faisaient des sons bizarres en se frappant les uns les autres, en frappant dans un sac. Je suis tombée amoureuse de ce sport. Au fil des années, elle devient triple championne d'Angleterre dans 3 catégories de poids différentes. En mai dernier, Cindy Ngamba devient la première boxeuse à faire partie de l'équipe olympique des réfugiés. Désormais sous leur drapeau, Cindy fera face à Ateina Bilon du Panama jeudi pour décrocher une place en finale. Et c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Restez sur France 24, l'information continue.